Une grande fierté d'abord parce que, suite à notre dernier congrès, les militants communistes du Lot-et-Garonne ont choisi de me confier cette responsabilité. Ils m'ont choisi pour succéder à Michel Serrouti et on vient de voir que c'est pas facile. Et c'est pas rien non plus. Cette fête 2016 sera donc en fait ma première fête en tant que secrétaire fédéral. Un immense plaisir ensuite parce que cette première a lieu à un moment bien particulier de l'histoire de la fête de Feugarolles et du Parti communiste français. Cette année, nous fêtons le 90e anniversaire de la fête de Feugarolles et le 80e anniversaire en fait du Front populaire. Né en 1926 à la demande des jeunes communistes du Lot-et-Garonne auprès de Robert Philippot, cette fête n'a donc jamais cessé d'être, sauf bien sûr durant les années sombres. Elle incarne comme nul autre la vitalité du Parti communiste français, ses valeurs de solidarité et de fraternité, ses idées de transformation sociale et de justice que les communistes portent au plus profond d'eux-mêmes. Événement politique parmi les plus importants qui rythment la vie du département, je suis heureux de voir que cette petite jeunette de 90 ans pourra souffler ses bougies avec le même vent de jeunesse et d'espoir qu'à sa naissance. Parce qu'il faut le dire, nous soufflons ces 90 ans d'une manière toute singulière. Ce double anniversaire, nous le fêtons au milieu d'une bataille politique et sociale cruciale, celle de la lutte pour le retrait en fait de la loi El Khomri, initiée par la jeunesse du pays et amplifiée par le mouvement social. Cette bataille est cruciale à plus d'un titre. Elle illustre la dignité de cette France qui se lève tôt, comme disait l'autre, cette France d'en bas, qui en a assez d'être méprisée, bradée, livrée à un système capitaliste prédateur qui plonge le pays dans une dérive de régression démocratique et sociale, de soumission aux puissances financières et d'abandon de sa souveraineté. Les salariés, la jeunesse refusent clairement le travail précarisé. Les jeunes refusent de vivre moins bien que leurs parents, alors que la société est de plus en plus riche et que les potentialités qui en émergent sont de plus en plus nombreuses. Les femmes et les hommes de ce pays ne veulent plus subir. Ils veulent être reconnus de leur travail. Ils veulent pouvoir vivre dignement de leur travail. Ils veulent maîtriser les processus productifs qu'on leur impose. Ils veulent être associés aux décisions et partager le fruit de leurs efforts. Mesurons bien le niveau de la colère populaire et l'enjeu politique qui s'exprime aujourd'hui dans le mouvement social. Car si cette colère porte en elle le risque très sérieux d'un horizon où la droite et l'extrême droite occuperaient l'espace, évacuant pour longtemps toute la gauche, elle ouvre aussi dans le même temps une possibilité nouvelle. Alors que beaucoup ne voyaient plus émerger les conditions d'une alternative face à une politique gouvernementale soumise aux logiques patronales, grandit désormais au cœur même des luttes la possibilité d'un rapport de force majoritaire à gauche capable de renverser la régression libérale. La mobilisation a d'ailleurs déjà permis des victoires, partielles certes, mais des victoires tout de même. Je pense aux acquis obtenus pour les jeunes et les étudiants. Je pense à l'accord signé pour les intermittents du spectacle, que le MEDEF essaye d'ailleurs en fait de remettre en cause. Je pense au recul du gouvernement sur la réduction de la rémunération des heures supplémentaires chez les routiers. Je pense encore aux mesures de revalorisation du pouvoir d'achat des enseignants. Des reculs d'un gouvernement qui se proclame droit dans ses bottes et qui prétend qu'il ira jusqu'au bout, confronté à un rassemblement populaire et à la convergence des luttes sociales. C'est la lutte, le rassemblement, l'unité qui permet des victoires. Alors ne nous laissons pas piéger par la fable réactionnaire de l'archaïque et du moderne, ou des deux gauches irréconciliables. Ne nous laissons pas piéger par un discours médiatique patronal haineux, repris malheureusement en fait par un gouvernement incapable de convaincre et qui cherche à diviser pour vaincre. Non, il n'y a pas d'un côté des syndicalistes réformistes et ouverts, et de l'autre des syndicalistes fermés, crispés sur leurs acquis. Pas plus qu'il y aura une gauche moderne tendue vers l'avenir et une gauche tournée vers le passé. Il n'y a qu'un mouvement social et une gauche qui refuse la soumission aux logiques de l'argent roi. Il n'y a qu'une France debout qui relève la tête. Oui, la modernité et l'ambition du changement, elles sont dans le mouvement social et la gauche qui aspire à changer le monde pour vivre mieux, et pas dans l'option d'un retour au XIXe siècle. Diviser le mouvement social et la gauche, comme le font aujourd'hui malheureusement le gouvernement, et naturellement c'est dans son ADN le MEDEF, cela n'aura d'autre fin qu'un enterrement de toute la gauche, le Parti socialiste compris. Et faire mourir la gauche, c'est servir les intérêts du capital. Cette perspective, ça n'est pas la nôtre. Nous affirmons notre refus de la résignation à l'éclatement de la gauche,
ou à sa dissolution dans des politiques néolibérales étrangères à une démarche de gauche. Tout comme nous refusons un horizon politique où il faudrait choisir entre la peste brune et le choléra ultralibéral. Oui, pour nous, la gauche a un sens et elle reste vivante. Les conditions historiques du moment l'exigent, face à une crise économique et sociale qui s'amplifie, avec ses désastres sociaux, face à un système financier mondialisé prédateur, comme l'illustre le scandale des Panama Papers, face aussi à la perspective à venir d'une crise financière de grande ampleur, face encore à la montée de l'extrême droite en Europe et dans le monde, et à la résurgence des risques de guerre que cela entraîne. Face à tout cela, il appartient à toute la gauche, et à nous les communistes en particulier, de faire émerger les potentialités d'une dynamique politique nouvelle, qui s'oppose à toutes les logiques régressives à l'œuvre et fourbissent les armes d'une alternative de progrès. C'est pourquoi nous ne lâcherons rien et resterons fermes sur les prix dans la bataille contre le projet de loi travail. Mais c'est aussi pourquoi nous allons donner de l'ampleur au mouvement en lui offrant une perspective politique, en prenant le contre-pied de la stratégie Hollande-Gattaz et en élargissant la base du rapport des forces à construire pour une alternative de progrès. Nous avons conduit les travaux de notre congrès départemental et de notre congrès national avec cet objectif. C'est aussi dans cet esprit que nous menons la lutte sur le département pour une industrialisation du territoire à partir d'UPSA, de Steico, de l'ISI Creuset, pour le développement en fait des services publics avec la bataille de nos hôpitaux locaux de proximité, sur le logement social, pour le développement d'une agriculture en fait qui nourrisse les hommes comme les agriculteurs et pas les banquiers ou les spéculateurs. Et comment? En portant à la fois dans le débat les idées et propositions communistes pour sécuriser l'emploi, la formation, pour une maîtrise sociale et publique de l'argent, pour des droits nouveaux en fait et des pouvoirs nouveaux des salariés et des citoyens sur les décisions qui les concernent, et en rassemblant à gauche, en rassemblant tous les progressistes pour élaborer ensemble et concrètement et sur le terrain les contenus de ces transformations sociales à inscrire dans les luttes et dans un projet commun émancipateur afin de transformer le désespoir et la colère populaire en espoir. Car c'est bien de ça qu'il s'agit. Redonner espoir, battre le renoncement face au capital et réussir à faire reculer à jamais l'horizon d'une droite hégémonique sur le pays pour les prochaines décennies. Et cela dès aujourd'hui et dès la présidentielle de 2017 et ses législatives qui suivent. Prenons donc acte ici, sur cette fête de Feugarolles 2016, année anniversaire des 90 ans de la fête et des 80 ans du Front Populaire, de cette offre politique que nous formulons, construire un socle populaire le plus large possible en pleine possession de ces contenus transformateurs. C'est pourquoi, à l'instar de ce qui fut fait par Maurice Thorez en son temps, et qui a rendu possible à la fois les victoires sociales de 1936 et celles du CNR, je veux de nouveau tendre la main à tous ceux qui, à gauche, n'ont pas renoncé à la lutte pour changer la vie, tendre la main à tous les progressistes afin de donner vie à un large front populaire, social, progressiste et citoyen, capable d'offrir une perspective de progrès au pays. Et je veux le dire ici, de manière solennelle, nous allons relever les manches pour le faire. Nous ne proposons pas d'adopter une posture, ni de faire de la figuration dans le décor. Non, c'est tout le contraire. Nous allons mobiliser toutes nos forces militantes, nos 110 élus locaux, nos conseillers départements pour cet objectif de combat. Voilà. C'était ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Et avant de te donner la parole, je voudrais en plus en fait faire un petit clin d'œil. Parce qu'un anniversaire en fait de 80 ans pour le Front Populaire, c'est pas anodin. Et je veux dire là qu'on a des camarades qui aujourd'hui en fait fêtent leur anniversaire de 80 ans. Je pense à Jean-Claude François, qui a été en fait notre secrétaire fédéral. Je pense à Edmond Cléo, qui a occupé en fait la fonction, mais qui a été aussi le directeur en fait du Travailleur. Et je veux les saluer ici. Je pense aussi à ceux qui ne sont plus. Voilà. Je pense aussi à eux, et je veux les saluer aussi. Je veux dire que ici, je vais finir avec ça et je te laisse la parole. Ici, on est réunis en fait dans une ambiance fraternelle, et on démarre quelque chose de nouveau. Voilà.
Alors vous m'avez déjà fait beaucoup parler. Si vous le permettez, je veux d'abord saluer ceux qui ont quitté la responsabilité et ceux qui la prennent, ceux qui s'engagent au fond pour le bien collectif. Je veux parler de Michel Serruti et de Frédéric Roche et les remercier pour leur travail qu'ils ont fait, qu'ils s'apprêtent à faire. Petit peuple communiste. Petit peuple communiste qui est né sur les bancs de la première Assemblée nationale française, aux côtés de Robespierre, l'homme qui voulait arracher la République naissante aux seules mains des grands propriétaires fonciers et de la bourgeoisie naissante. Petit peuple communiste qui, quelques siècles plus tard, lors de la Commune de Paris, continuait son petit chemin et sa naissance, en incarnant pour la première fois à l'échelle du monde la volonté des masses populaires de décider de leur destin. Petit peuple communiste qui, à la fin du XIXe siècle, dans un banquet de Belleville, a forgé ce mot, communisme, qui est un mot français. Petit peuple communiste qui, à la fin du XIXe siècle, crée ce grand mouvement balbutiant qui allait passer de l'anarcho-syndicalisme au syndicalisme moderne. J'ai nommé la Confédération Générale du Travail, qu'aujourd'hui, il s'acharne à vouloir combattre, à vouloir faire disparaître, à en disputer la légitimité de se battre au nom du peuple français et de ses travailleurs. Et aujourd'hui, je veux saluer Philippe Martinez et lui dire courage, courage, car lorsqu'il y a 70% des Français qui depuis de longues semaines et de longs mois, malgré les violences, malgré les difficultés, malgré, appelons les choses par leur nom, tous les embêtements qui font suite à une grève, mais ma foi, si on fait grève et que ça n'a aucune influence, évidemment, ça n'est pas beaucoup entendu, qui malgré ces mois et ces mois, malgré le fait que le peuple français tient et qu'il affirme depuis maintenant 3 mois son refus de la loi El Khomri, malgré tout cela, le gouvernement de la France s'entête à refuser d'entendre la majorité des Françaises et des Français qui aujourd'hui ne veulent pas de la loi El Khomri. Il y a quelque part par là, juste en face de nous, 80e anniversaire du Front Populaire. Le Front Populaire, on le dit souvent, c'est les congés payés. Alors donc, on va être payé à ne rien faire. Quelle invention! C'est la semaine de 40 heures et l'interdiction définitive du travail des enfants. Mais c'est un principe qui continue de se poursuivre dans notre droit actuel. Principe qui est né du Front Populaire et qui est la reconnaissance qu'il n'y a pas dans le contrat de travail la liberté d'un travailleur à égalité avec la liberté d'un employeur,
mais qu'il y a un rapport social qui exige que la loi, les négociations de branche, protègent les travailleurs et les travailleuses des désordres des rapports de force locaux. En d'autres termes, il y a dans les conquêtes de 1936 la conquête qu'avait annoncé le philosophe Rousseau, philosophe des Lumières, que la loi doit protéger le faible contre les forts. Alors, à ce petit peuple communiste qui a participé à la création d'un des systèmes sociaux les plus avancés du monde, la sécurité sociale, qui a participé à une idée qui, à l'échelle du monde, est encore révolutionnaire. Une fois que l'on a donné et fini son travail, on va être payé et on a droit à une retraite digne. Ce petit peuple communiste, allons-nous comme ça baisser la tête devant de petits banquiers? Allons-nous accepter que l'histoire de France se transforme en une histoire de la résignation, une histoire dans laquelle nous céderions le pas et nous accepterions le discours qui est servi matin, midi et soir? Il faut bien s'adapter. Mais s'adapter à quoi? S'adapter au fait qu'à l'échelle du monde aujourd'hui, 100 personnes possèdent plus que 3,5 milliards d'individus? S'adapter au fait que le président directeur général de Google, lorsqu'il se présente devant notre ministre de l'économie et des finances, est traité par le gouvernement de la France, c'est-à-dire le gouvernement d'une nation de 65 millions d'individus, comme un demi-dieu, un roi qui est là dans son palais, dans nos palais de la République, comme il était chez lui. Car c'est là la promesse du monde de l'adaptation qui nous est faite. C'est accepter au fond que la République recule, que nous en finissions avec le vieil idéal démocratique et républicain qui tient en une idée toute simple: quelques millions d'individus doivent avoir plus de poids dans la décision en ce qui concerne les grandes affaires économiques et sociales que quelques centaines de banquiers ou de grands patrons. Révolution! Alors il s'agit à présent de voir comment faire notre devoir. Car il s'agit bien de cela, il s'agit de faire notre devoir. Et le premier devoir, j'y reviens un instant, c'est de garder le drapeau levé, de ne pas être résigné. Car la résignation du mouvement critique dans notre pays, la résignation du mouvement communiste, la résignation du mouvement d'alternative à gauche, ça signifierait la résignation de la France tout entière. Et la première tâche, le premier devoir d'un gouvernement d'union populaire, il est simple quand on rend les choses compliquées. L'affaire est toute simple. Le premier gouvernement, la première tâche d'un gouvernement d'union populaire est d'aller voir nos amis grecs, et d'aller voir nos amis espagnols, et d'aller voir nos amis italiens, et d'aller voir nos amis dans une partie de l'Europe de l'Est, et de dire à l'Allemagne et à une partie des dirigeants européens d'aujourd'hui: non, cela ne se passera plus comme ça. Le premier acte que doit poser le gouvernement de la France, c'est avant tout un acte de résistance contre l'état des choses européen.
car il n'y aura pas d'issue sans le combat européen. Il n'y aura pas d'issue sans que la France, qui est la seule à pouvoir le faire, car elle est la seule grande nation à avoir en Europe un modèle social avancé et à pouvoir mener ce combat politique. Il n'y aura pas d'issue s'il n'y a pas, parmi les peuples d'Europe, la conviction claire qu'il s'agit à présent, comme hier nous l'avons fait à l'intérieur de nos frontières, d'imposer que le peuple, nos modèles sociaux viennent à la table des affaires européennes. Et cela veut dire des choses simples. L'indépendance de la Banque centrale européenne, c'est l'indépendance vis-à-vis des peuples et la dépendance vis-à-vis des marchés financiers. La Banque centrale européenne doit revenir dans le giron public et obéir aux enjeux de développement économique et social de l'Europe. La première tâche d'un gouvernement de la France, c'est de dire qu'alors que la fraude fiscale représente plus du double du déficit de la sécurité sociale actuelle, que la fraude fiscale dans toute l'Europe représente près d'un tiers de richesses supplémentaires qui pourraient être captées par les nations, la première tâche de la France, c'est de dire enfin, ce n'est pas un bout de caillou, ce n'est pas un Panama, ce n'est pas un Luxembourg, ce n'est pas quelques îles vierges qui doivent dicter leurs lois à des millions et à des milliards d'êtres humains. Et s'il y a des CRS à envoyer, c'est pas à Place de la Bastille qu'il faut les envoyer, c'est à Panama. Donc notre devoir, c'est cette prise de conscience. Notre devoir, c'est aussi de penser non pas à l'échelle de nos faiblesses actuelles, mais à l'échelle de ce que doit produire la France pour débloquer la situation européenne et mondiale. C'est à chaque fois comme cela. C'est à chaque fois comme cela. C'est à chaque fois que nous pensons plus haut que nous-mêmes que nous pouvons faire de grandes choses. Si nous pensons seulement à l'échelle de nos partis, à l'échelle de nos forces actuelles, nous ne pensons pas au niveau du peuple français et des enjeux qui, aujourd'hui, sont ceux de notre pays et de l'Europe. Notre devoir, enfin, c'est d'être, je crois, extrêmement lucide sur l'état du pays et l'état de la gauche française. L'état du pays, d'abord. Je l'ai dit il y a quelques instants, tout à l'heure, lors du débat, la situation du monde fait que nous connaissons, que nous connaîtrons des vagues migratoires fortes. C'est une réalité qu'il faut affronter droit dans les yeux et sans démagogie avec nos concitoyennes et nos concitoyens. Que les fils ou les petits-fils d'Italiens lèvent la main, s'il vous plaît. Que ceux qui se rappellent que dans les cours d'école, il y a une cinquantaine d'années, les gens venus d'ailleurs, semblait-il, ne sentaient pas très bon et étaient traités de différents noms d'oiseaux quand il n'y avait pas entre les Italiens et les fils d'Italiens et les petits Lot-et-Garonnais quelques distributions de baffes propres à conforter de grandes amitiés. Et les Espagnols? Dites, les Espagnols, ça va bien. Vous nous avez pris Toulouse. On va te prendre âgé. Je marie comme mère chaque samedi et chaque dimanche parfois. Je n'ai jamais vraiment compris, il y a des difficultés actuelles, elles ont trait à la place de la religion, à la place des uns et des autres
et je veux vous redire ma conviction que ce grand principe de notre République est la laïcité, c'est-à-dire la liberté de conscience, de culte et d'opinion philosophique ou politique, est la meilleure sauvegarde contre toutes les dérives des communautés, quelles qu'elles soient. Mais enfin, regardons nos enfants, regardons les gens que nous marions. Il y a les difficultés du présent, la République s'est un peu affaiblie, elle produit moins dans un certain nombre de lieux ou de quartiers de rencontres. Mais enfin, quand les jeunes filles et les jeunes garçons ont 13 ou 14 ans, que les hormones font leur travail, que les sourires s'échangent et que les baisers bientôt, que les enfants naissent, une partie des problèmes se règle assez facilement. Et ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, la seule manière d'être fort, la seule manière de défendre les valeurs, les convictions qui sont les nôtres et qui ont porté la France comme une des grandes nations dans l'histoire des idées démocratiques du monde, c'est d'avoir un peu confiance en nous et surtout de se battre pour donner un avenir aux gamins qui aujourd'hui sortent de l'école et qui en masse n'ont pas de travail. Pas de travail. Alors, pour conclure, je parlais de nos devoirs. L'extrême droite n'est pas très loin. Elle sera puissante. Il faut craindre son pouvoir grandissant, mais il ne faut pas avoir peur de quelques rescapés de la cagoule, de quelques rescapés de l'Algérie française et des braves gens qu'ils convainquent. Ils n'ont jamais apporté à l'histoire de France que malheur et difficulté. Par contre, il y a aujourd'hui une chose qu'il faut regarder lucidement. C'est que comme toujours en temps de crise, la gauche, dans son ensemble et notre mouvement en particulier, se divise en autant de chapelles, autant d'idéologies, autant de disputes, autant de personnalités, autant de Césars qui annoncent leur arrivée et notre salut. Sauvons-nous nous-mêmes. Sauvons-nous nous-mêmes en étant la force qui, dans la préparation des élections de 2017, permettra non pas de rajouter du désordre au désordre, mais de l'ouverture à l'ouverture. Permettra non pas de dire à tel homme ou femme venu du Parti socialiste et s'opposant à la politique actuelle du gouvernement, non, au nom de ton passé, tu n'as pas ta place parmi nous. Car enfin quoi, si avec Jean-Luc Mélenchon nous avions procédé de la sorte, il n'aurait pas été notre candidat en 2012, lui qui avait soutenu le premier traité de Maastricht lors du grand référendum. Car enfin quoi, si nous reprochions demain, rêvons, à une Cécile Duflot dont je n'aime pas beaucoup quelques comportements politiciens et qui a participé au premier gouvernement de François Hollande, pleine d'illusions. Mais si elle, demain, nous disait « on y va », que dirions-nous? La porte est fermée? Et si à cette masse de gens qui, dans le mouvement social aujourd'hui, aimeraient prendre leur part à une nouvelle aventure politique, leur dirions-nous, alors nous avons réglé le programme, réglé le candidat, réglé notre démarche politique, tenez, prenez les tracts, il vous reste à les distribuer? À vous dire vrai, je ne sais pas s'il est encore possible, dans les conditions difficiles du présent,
d'ouvrir une fenêtre politique pour que ce mouvement réel qui existe dans notre pays et qui aspire à une autre politique puisse s'unir et se battre de concert, engager campagne pour les élections présidentielles et législatives. Mais en tout cas, j'ai une certitude absolue, c'est que dans les mois qui nous restent, certes, nous discuterons de la candidature, et il faudra qu'en fin de compte, nous soyons tous rassemblés, mais j'ai une certitude absolue, c'est qu'ensemble, on peut faire beaucoup mieux. Alors il ne nous reste plus qu'à le faire. Vive la fête de Fogarol, vive le Parti communiste français, vive la République et vive la France. C'est le verre de